Benjamin, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous dites quelque chose d'assez frappant, c'est que le prochain grand bouleversement auquel doivent se préparer les nations, les sociétés dans lesquelles nous vivons, les entreprises, mais également les investisseurs, est le passage d'une dépendance aux énergies fossiles à une dépendance aux métaux. Et là, on n'est pas du tout prêt. Non, on n'est pas du tout prêt à plusieurs niveaux. D'abord, il faut savoir que ce qu'on est en train d'essayer d'organiser, la transition énergétique, est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais fait de transition énergétique. On n'a pas arrêté d'utiliser la biomasse parce qu'on a découvert le charbon. On n'a pas arrêté d'utiliser le charbon parce qu'on a découvert le pétrole ou le gaz. Toutes ces énergies se sont empilées. Donc on n'a jamais fait de transition d'une énergie vers une autre. Donc c'est quelque chose d'assez inédit. On n'est pas prêt. La deuxième chose, c'est qu'on a organisé nos sociétés, aussi bien en termes de réseau, de supply chain au niveau mondial, qu'en termes de géopolitique, autour des énergies fossiles. Or, demain, il va falloir arrêter d'utiliser les énergies fossiles. Il faudra même arrêter de les utiliser aujourd'hui, dans l'idéal, mais ça va prendre un petit peu plus de temps que ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir les remplacer par autre chose. Et comme le rappelait Bill Gates très bien dans une conférence à Stanford il y a quelques temps, on ne fait pas voler des avions et on ne produit pas d'électricité avec des chiffres sur une feuille Excel. Donc à un moment, on est dans le réel, il faut consommer du cuivre, il faut consommer du ciment, il faut consommer de l'acier. Et ce sont ces produits-là qui vont être les remplaçants demain des énergies fossiles. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, on ne fait pas d'électricité avec du vent. Les gens ont en tête qu'on fait de l'électricité avec du vent ou du soleil. Non, on fait de l'électricité en captant l'énergie qu'il y a dans le vent ou dans le soleil. Et pour ça, il faut un transformateur de cette énergie. Donc il faut des éoliennes ou des panneaux solaires. Et ces éoliennes ou ces panneaux solaires, il faut les fabriquer. Voilà. Donc ça consomme beaucoup de cuivre, ça consomme beaucoup d'aluminium, ça consomme beaucoup de nickel pour d'autres technologies. Vouloir aussi utiliser l'électricité dans les voitures fait qu'il faut des batteries. Les batteries, il faut du nickel, il faut du cobalt, il faut du lithium. Et donc tous ces besoins en métaux vont considérablement augmenter si on veut, comme on veut, et parce qu'on doit se débarrasser des énergies fossiles. Alors vous le savez, Benjamin, moi j'aime bien qu'on illustre ça par l'image. Un graphique qui apparaît à l'écran, c'est la demande projetée, enfin la demande moyenne annuelle projetée de minéraux jusqu'en 2050. Alors c'est une estimation de la Banque mondiale. Et alors c'est assez frappant de voir qu'on va consommer, si on reste dans le scénario des 2 degrés de réchauffement climatique, 3,1 milliards de tonnes de minéraux, ça inclut les métaux, supplémentaires durant cette période, hein, donc entre 2020 et 2050, sur 30 ans. Alors pour donner une idée de ce qu'on consomme aujourd'hui et de l'ampleur de l'accroissement de la demande que suppose cette transition énergétique, eh bien, il faut juste regarder à gauche, et bien à gauche, on voit qu'aujourd'hui, on consomme grosso modo 50 millions de tonnes de minéraux. Donc on va encore une fois, consommer, si on réalise tout ce qu'on doit réaliser pour aboutir, accomplir cette transition énergétique et rester dans l'objectif des 2 degrés, 3,1 milliards de tonnes de minéraux, ce qui est considérable. Et puis un autre graphique, parce que vous avez mentionné le cuivre, et d'ailleurs, ma question est la suivante, est-ce que dans tous ces métaux que vous avez cités, le métal le plus emblématique en termes de consommation, de bons de consommation, c'est pas le cuivre, parce qu'on le retrouve un peu partout. Oui, alors, c'est vrai qu'on dit que le cuivre, on l'appelle souvent Dr Copper, on dit qu'il a un PhD en économique parce que, en sciences économiques parce qu'il est un très bon indicateur de l'évolution de la situation. Le cuivre, effectivement, est assez emblématique parce que, vous le disiez, il est présent dans pratiquement toutes les technologies qu'on va devoir développer pour s'affranchir des énergies carbonées. Donc, par exemple, il est présent dans les voitures électriques. Il faut savoir que dans une voiture électrique, vous avez en moyenne 4 fois plus de cuivre parce que vous avez plein de câblages que dans une voiture thermique classique. Dans une éolienne, vous avez entre 800 kg et 5 tonnes de cuivre pour l'alternateur principalement. Vous devez développer les réseaux électriques parce qu'on va passer de systèmes de production électrique qui sont concentrés, des centrales, qu'elles soient nucléaires ou à gaz ou à charbon ou au fioul, à des systèmes
très diffus, où vous aurez des éoliennes ici, des éoliennes là, des panneaux solaires sur une maison, des panneaux solaires sur un lac ou au milieu d'un champ. Et donc, il va falloir faire des liaisons pour tout ça. Donc, il va falloir beaucoup de cuivre aussi pour ces utilisations-là. Donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, il y a eu des études qui ont été faites, notamment par exemple par l'IFPEN, donc l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, par Emmanuel H, qui a développé un modèle d'estimation avec d'autres personnes de l'évolution de consommation d'un certain nombre de biens, des modèles économiques, notamment sur la consommation des métaux, avec le changement climatique et la transition énergétique qu'on va devoir réaliser pour limiter le changement climatique. Et dans ce modèle, l'IFPEN arrive à la conclusion qu'à un horizon 2050, on pourrait avoir consommé pratiquement un peu plus de 90% de toutes les réserves de cuivre identifiées sur la planète en 2010. Donc, et ceci avec un taux de recyclage élevé. Hein. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir consommé la quasi-totalité du cuivre identifié en réserve en 2010, dès 2050, même en recyclant ce cuivre. Donc on a un vrai sujet, et ce sujet est encore plus vaste que ça, parce qu'on parlait tout à l'heure des problèmes géopolitiques. Les pays producteurs de cuivre, bon, là, sont assez répartis, donc il y a un risque géopolitique qui est assez limité. Mais il y a un deuxième problème, au-delà du problème purement de volume, c'est le problème de rythme de production. Emmanuel H explique que quand ils ont fait ce modèle, ils sont allés le présenter aux pays producteurs de cuivre notamment, et notamment le Chili, qui est le plus gros producteur de cuivre, pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Alors évidemment, ils étaient plutôt très contents, parce que ça leur promet un bel avenir, mais ils ont posé juste une question, ils leur ont demandé, mais dans votre modèle, à quel rythme il faut que notre production augmente pour qu'on puisse arriver à approvisionner le marché correctement? Et l'IFPEN a fait un calcul qui les amène à une croissance du marché du cuivre de 4,5% par an. Et là, le Chili a répondu, nous, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas augmenter notre production de plus de 2,5% par an. Donc on va avoir un problème de la taille du réservoir, de combien de cuivre on dispose au total, mais aussi la taille du robinet, à quelle vitesse on est capable de sortir ce cuivre de sous la terre pour pouvoir réaliser toutes les transformations qui sont nécessaires. Donc on a d'énormes challenges, aussi bien en termes physiques qu'en termes politiques et géopolitiques, pour pouvoir réussir cette transition. Et les métaux sont au cœur de ce sujet. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous mentionniez l'étude de la Banque mondiale. La Banque mondiale s'est alertée sur le sujet. L'Agence internationale à l'énergie, qui est l'organisme qui suit les problématiques énergétiques pour les pays de l'OCDE, s'est alertée du sujet l'année dernière. L'Union européenne a établi une liste des métaux critiques. Donc on commence à bien prendre conscience de ce problème, mais il va falloir le gérer très vite. Alors je reste sur le cuivre et encore une fois pour illustrer tout ce que vous venez de dire, mais pour rendre les choses bien plus saisissantes pour tous ceux qui nous regardent, on a un graphique produit d'ailleurs par l'IFPEN qui met en parallèle le nombre de kilos de cuivre utilisés par type de véhicule et le type de moteur en fait. Donc dans le moteur à combustion, quand on a un véhicule de grande taille, grosso modo, on consomme 35 kilos de cuivre. Quand on a un véhicule de petite taille, ben, on est plutôt à 20 kilos de cuivre. Quand on regarde ce graphique et qu'on passe à l'histogramme, à la partie de l'histogramme qui concerne les véhicules électriques purs, eh bien on est dans des niveaux d'utilisation 4 fois ou 5 fois et demi supérieurs. Hein. Pour un véhicule de grande taille électrique pure, on est au-delà des 150 kg. Ouais. Voilà. Et pour petite taille, on est au-delà, on approche les 80 kg. Donc on voit bien que là, la consommation est évidemment appelée à progresser. Et autre chose qui fait écho à ce que vous disiez à propos de la consommation de cuivre par l'éolien et le solaire. Alors c'est un autre graphique qui est assez intéressant. C'est le contenu de cuivre. Alors en fait, c'est le nombre de tonnes nécessaires plutôt pour produire 1 mégawatt. Tout à fait, pour installer 1 mégawatt de capacité de production. Et là, on voit que l'éolien et le solaire sont les plus gourmands en cuivre. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans l'interview qu'on avait pu faire sur le pétrole, si je me souviens bien. Les énergies renouvelables sont des énergies beaucoup plus diffuses, et donc les capter est beaucoup plus difficile, et donc c'est beaucoup plus intensif en termes de ressources minérales nécessaires pour pouvoir capter cette énergie. Une centrale nucléaire consomme beaucoup moins de ressources par mégawatt installé
qu'une éolienne parce que c'est de l'énergie qui est beaucoup plus concentrée. Et au plan géopolitique, eh bien, évidemment, ça change pas mal la donne. Alors, vous dites que pour le cuivre, on a une situation qui Oui, est plutôt... qui est assez confortable parce qu'on a beaucoup de pays producteurs et une production qui est plutôt bien répartie et des réserves qui sont plutôt assez bien réparties à travers le monde pour que ça ne soit pas un énorme problème, en tout cas qu'on puisse le gérer de façon relativement raisonnable. Quand vous dites beaucoup de pays producteurs, là, on voit un planisphère qui apparaît. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Non, mais les gros pays producteurs, c'est l'Amérique du Sud, pardon. On a également l'Australie, on a le Canada et les États-Unis. Donc on a quand même pas mal de pays, et notamment de pays avec lesquels on a de bonnes relations, qui peuvent nous aider dans l'approvisionnement sur ces métaux-là. Mais on a parlé du cuivre, il n'y a pas que le cuivre. Non, il n'y a pas que le cuivre, et il y a d'autres métaux qui posent davantage de problèmes. Le métal emblématique, enfin je vais en prendre deux parce que c'est les deux plus emblématiques de la transition aujourd'hui dans l'esprit des gens, je crois, c'est le lithium et le cobalt, qui sont dans tous les esprits parce que c'est ce qui est utilisé pour fabriquer les batteries pour les véhicules électriques. Alors, ce sont deux problèmes très différents. Le lithium, en fait, est un métal qui n'est pas très concentré en termes de distribution sur la planète, mais on a essentiellement 5 compagnies qui se partagent le marché. Donc ce n'est pas tellement au niveau des États que le problème se pose, c'est au niveau des entreprises qui produisent cette matière première. Le cobalt, lui, c'est l'inverse. Le vrai problème, c'est qu'il y a une très forte concentration géologique de la production, enfin des réserves de cobalt. Aujourd'hui, on estime que 60% des réserves de cobalt dans le monde et 60% de la production de cobalt dans le monde aujourd'hui sont en République démocratique du Congo, qui est un pays avec lequel on n'a pas forcément beaucoup de relations internationales. Et ça peut nous poser un problème sur le plus long terme. Au-delà de ce problème lié au cobalt et à la République démocratique du Congo, il y a un deuxième problème qui se pose, c'est qu'une fois que ce cobalt est extrait, il part pour l'essentiel en Chine pour être raffiné. Et aujourd'hui, on estime que 80% du cobalt dans le monde est raffiné en Chine. Donc ça veut dire qu'on est dépendant vraiment de deux pays pour ce matériau qui est absolument indispensable à la fabrication aujourd'hui des batteries. Alors on essaye d'en diminuer la teneur dans les nouvelles batteries, mais aujourd'hui dans les batteries les plus évoluées, on utilise du cobalt, et donc c'est un facteur qui pourrait être limitant du fait de ces problématiques de relations internationales. Est-ce que du coup, quand on a ce panorama qui se dessine avec une forte dépendance aux métaux, encore une fois, des nations et également des entreprises, parce que on a des entreprises Bien sûr. consommatrices. Il ne va pas être primordial pour les investisseurs, justement, d'évaluer cette dépendance et de voir de quelle manière les entreprises, notamment, sont capables de gérer ça en termes de coûts et de marge. Si, ça va être un vrai sujet, et d'ailleurs les constructeurs automobiles au premier plan sont déjà en train de s'occuper de ce sujet. Tesla essaye de s'assurer d'un approvisionnement en cobalt, mais il y a d'autres métaux aujourd'hui qui, dans l'esprit des gens, posent moins de problèmes, mais qui vont vite devenir limitants, ou en tout cas dont il va falloir se préoccuper. C'est le nickel, qui est aussi un métal très important pour les batteries. Et pour vous donner un ordre d'idée, hein, la Banque mondiale estime qu'en 2050, on consommera, pour les technologies de l'énergie, on consommera 2 millions de tonnes de nickel par an. Aujourd'hui, on produit 2 millions de tonnes de nickel par an. Aujourd'hui, les batteries dans la consommation de nickel, c'est 6%. 75%, c'est la production d'acier. Donc ça veut dire qu'on va avoir des contraintes et des télescopages sur des usages qui sont tout aussi importants les uns que les autres. Donc soit on arrive à augmenter considérablement la production, mais là encore, l'IFPEN est assez alarmiste sur l'épuisement des réserves sur un métal comme celui-là. Soit on trouve des substituts, c'est pas simple. Et le problème est encore plus important sur le nickel, parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que, un peu comme sur le pétrole, le nickel, ça n'existe pas. Il y a en fait deux grands types de nickel, le nickel de type 1 et le nickel de type 2. C'est en fonction de la pureté, qui font à peu près 1 million de tonnes chacun, hein. C'est à peu près 50-50 la production. Et en fait, pour les batteries, on utilise le nickel de type 1, donc 1 million de tonnes. Et la Banque mondiale nous dit en 2050, il nous faudra 2 millions de tonnes de nickel de qualité batterie pour répondre à nos besoins, alors qu'aujourd'hui, on n'en produit qu'1 million de tonnes. Donc ça va poser des vrais sujets, et les entreprises vont devoir
se saisir de ce sujet si elles ne veulent pas se retrouver dans une situation très délicate. Est-ce qu'on risque pas d'avoir tout de même une flambée du prix de ces métaux? On a déjà enregistré des hausses assez significatives ces derniers mois. Est-ce que ça ne risque pas de se poursuivre, voire de s'emballer? Si, c'est très probable parce que il va falloir deux choses. La première, c'est qu'il va falloir investir dans l'exploration minière pour trouver des nouvelles ressources. L'IFPEN rappelle, là aussi dans son étude, qu'on pourrait diminuer cette tension si on arrivait à trouver, il rappelle l'ensemble des réserves de cuivre estimées sur la planète par le département géologique américain. L'estimation a été faite en 2013. Et grosso modo, ça permettrait de redescendre notre consommation si on trouvait tout ce cuivre. Mais il faut trouver tout, hein, à une tension qui serait aux alentours de 55% du cuivre consommé en 2050, alors que je disais tout à l'heure, on était plutôt aux alentours de 90 à 93%. Donc ça permettrait de gagner des degrés de liberté. Mais ça nécessite un effort considérable d'investissement. Pour ça, il faut que les compagnies minières gagnent de l'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une appréciation du prix aura un gros avantage, pour moi, c'est qu'elle favorisera le recyclage. Parce que le recyclage est une pratique qui est quand même assez économiquement coûteuse. Donc des prix plus élevés permettront aux recycleurs de mieux gagner leur vie et donc probablement de pouvoir augmenter le recyclage, ce qui serait plutôt une bonne chose. Et puis la hausse de prix, tout simplement, amène à essayer d'être plus raisonnable sur la façon dont on consomme les produits, et donc à essayer d'optimiser un petit peu les usages, ce qui serait plutôt une bonne chose. Donc tous ces éléments-là me font penser que oui, les prix vont monter, et que c'est plutôt une bonne chose, parce que ça aussi, il y a aussi un point de vue philosophique au milieu de tout ça, c'est que aujourd'hui, dans les modèles économiques, les matières premières sont considérées comme gratuites. C'est-à-dire que prélever les matières premières sur la croûte terrestre est quelque chose qui n'est pas pris en compte dans le prix économique. On paye l'agent qui va transformer cette matière première, mais il n'y a pas de coût écologique du retrait de la matière première. Donc quelque part, ça serait un moyen d'augmenter un peu le coût écologique des prélèvements sur la planète. Et puis le dernier élément que ça pourrait avoir, dernier élément vertueux que ça pourrait avoir, c'est que les compagnies minières gagnant mieux leur vie, les États pourraient passer des lois plus exigeantes en matière de droits sociaux, en matière de protection de l'environnement et en matière de gouvernance, de façon à ce que ces groupes-là profitent de ce gain financier pour améliorer leur comportement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les métaux dans leur ensemble, l'extraction des métaux dans leur ensemble, est responsable d'à peu près 10% des émissions de CO2 dans le monde. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'avec ces 10% d'émissions de CO2, on est censé pouvoir remplacer toute l'utilisation des énergies fossiles qui, elles, sont responsables de 70% des émissions de CO2. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Mais si ces gains financiers permettaient aux entreprises minières d'améliorer leurs standards, de passer à de la production plus à partir de panneaux solaires pour leur électricité, de camions électriques ou autres, et qu'on arrive à ramener cette part des émissions des métaux à 5%, eh bien, parce que vous avez aussi au niveau, un des gros consommateurs, c'est la production d'acier. Si vous faites de l'acier aujourd'hui en France, c'est à peu près 2 tonnes de CO2, voire moins dans certains cas. C'est 15 tonnes de CO2, je crois, en Chine. Donc on sait faire de l'acier plus propre. Donc si on arrive à généraliser ces standards avec une hausse du prix, eh bien, quelque part, on aura quand même gagné quelque chose au niveau du climat, ce qui aujourd'hui, pour moi, est le combat le plus important. Beaucoup de ceux qui nous regardent cherchent à investir. Quand on voit émerger une tendance structurante, une tendance de fond comme celle-ci, on est évidemment tenté d'en profiter lorsqu'on cherche à placer son argent. De quelle façon faut-il faire? Parce que ça a l'air tout de même assez complexe. Alors, c'est complexe. Il y a aujourd'hui peu de vecteurs pour répondre à cette problématique d'investissement. Euh, et puis, vous avez un problème qui est un problème lié au coût de stockage, là encore. C'est un problème qu'on avait déjà abordé quand on avait parlé du pétrole. Acheter des matières premières dans un portefeuille financier euh, pour qu'il n'y ait pas d'intérêt à l'acheter à terme dans un portefeuille financier plutôt que de l'acheter comptant. Eh bien, si vous l'achetez comptant, il faut le stocker. Donc, dans le prix qu'on vous fait payer quand vous achetez dans un portefeuille financier, on inclut ce coût de stockage. Donc, ça veut dire que si vous avez un mauvais timing et que sur 6 mois, vous avez acheté du cuivre et le cuivre ne bouge pas, vous, en tant que financier, vous allez payer un stockage sur 6 mois. Donc, en fait,
le cuivre fera 0 et vous pouvez vous retrouver à faire moins 10% sur la période. Donc il y a un vrai problème de timing. Donc pour l'instant, je dirais que dans les solutions les plus évidentes, il y a l'achat de sociétés minières qui sont des sociétés qui vont pouvoir bénéficier éventuellement d'une hausse du prix de ces matières premières dans les mois et dans les années qui viennent, en attendant peut-être des solutions plus évidentes. Benjamin, merci. Merci Vincent.